JT consacré aux histoires d'amour. Cette fois, nous vous proposons un numéro spécial album avec deux éditeurs au programme, Nobi Nobi et Utopique. C'est parti pour les interviews. Nous sommes sur le stand des éditions Utopique. Nous allons rencontrer Zad, une des créatrices de cette maison d'édition. Bonjour, pourriez-vous tout d'abord nous présenter Utopique ? Oui, bonjour. Donc Utopique, c'est une maison d'édition qui crée essentiellement des albums illustrés. Elle a 5-6 ans d'existence. Elle s'appelait d'abord De Vive Voix et on a dû changer de nom pour un problème d'homonymie. Voilà, donc De Vive Voix est devenu Utopique. Les créateurs de la maison d'édition, c'est Didier Jean et moi-même, Zad. Donc nous sommes auteurs-illustrateurs depuis plus de 20 ans. On a publié chez de nombreux éditeurs. Et il y a 5-6 ans, on a vraiment ressenti la nécessité de créer notre maison d'édition, notre cabane d'édition comme on dit, pour abriter des albums un peu singuliers, des albums qui sortent peut-être des sentiers battus, qui abordent des thématiques rarement évoquées en littérature de jeunesse. Voilà, c'était l'objectif. Quelles sont les particularités d'Utopique par rapport aux autres éditeurs d'albums ? On a notamment créé une collection qui s'appelle Bisous de famille, qui n'est pas une collection pour un âge spécifique. Elle va de 2 à 99 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Ce sont des albums illustrés qui abordent des thématiques liées à la famille, à la parentalité, à la transmission des valeurs, transmission voilà, dans tout son sens. Et on essaye avec cette collection d'amener les parents, les enfants à dialoguer. Voilà, libérer la parole, c'est un peu le maître mot. Et cette collection, c'est la plus importante dans la maison d'édition. C'est la première et c'est elle qui donne vraiment son sens à la maison d'édition. Nous voudrions maintenant vous parler de votre album. C'était écrit comme cela, pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors c'était écrit comme ça, c'est typiquement un album qui, malgré les apparences, s'adresse plutôt aux plus grands. On le conseille à partir de 10 ans. Parce qu'il traite d'un événement qui s'est passé pendant la guerre, un événement qui s'est passé à Tulle et qui est assez peu connu. On connaît beaucoup plus Oradour-sur-Glane, mais ça s'est passé la veille d'Oradour-sur-Glane, ce drame. Et nous, on a choisi d'en parler à travers un narrateur qui raconte ce qu'il aurait dû lui arriver, ce qu'il aurait dû devenir. Il aurait dû être conçu le 9 juin 1944, et en alternance, on raconte ce qui s'est passé ce jour-là. Et on raconte pourquoi, finalement, il n'est pas né. À travers l'histoire de son père qui a été pendu comme 98 autres hommes à Tulle, voilà, le 9 juin. Il y a eu aussi des hommes déportés, ça a été vraiment un drame pour la ville de Tulle. Et c'est une histoire qui est assez peu connue et il n'existait pas de livre sur ce sujet. D'ailleurs, c'est un des albums qui a donné du sens vraiment à la création de la maison d'édition parce que je pense qu'on aurait eu du mal à le publier chez un autre éditeur. Voilà. Vous avez choisi une approche très originale pour parler de la Seconde Guerre mondiale. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Pour tout dire, on a mis 10 ans à faire ce livre. Entre le moment où on s'est dit on va écrire sur cette histoire et le moment où le livre est sorti. C'est pas qu'on ait eu tant de mal, de difficultés extérieures, mais c'est surtout que c'était difficile pour nous de savoir comment on allait en parler. Donc le temps de trouver la bonne idée pour aborder ce sujet. Après, on a rencontré beaucoup de gens, des enfants de martyrs, pas effectivement des gens qui avaient vécu directement les événements, mais plutôt des gens qui en avaient gardé la mémoire, donc qui ont apporté leur témoignage. Et c'était important pour nous de les rencontrer. Ils nous ont transmis un petit peu de ce qui pouvait être l'ambiance de cette époque. Donc ils ont nourri aussi notre imaginaire. Et puis une fois qu'on a eu trouvé l'idée, qu'on a eu rencontré ces gens, on a écrit assez vite le texte. Mais j'ai mis encore du temps, moi, à réaliser les dessins, parce que j'avais un peu peur en même temps de toucher à ce sujet. Il faut savoir que nous, on est des Corésiens d'adoption. Donc c'était quelque part, on s'appropriait une histoire qui n'était pas tout à fait la nôtre. Mais finalement, on a rencontré énormément d'encouragement. Et puis les Tulistes nous ont beaucoup remerciés d'avoir écrit cet album et d'avoir permis d'en parler aux plus jeunes. Et peut-être justement parce qu'on n'était pas corésiens, ça a permis une fois de plus, de libérer la parole. Quelles sont les futures publications que vous avez prévues en 2015 ? Alors, en tant qu'illustrateur, nous allons donc illustrer le texte d'Anne Ferrier qui s'appellera Mon extra grand frère. Un album sur le handicap, sur l'autisme, une très jolie histoire d'une petite fille qui parle de son frère et elle raconte que c'est un extraterrestre, il vient d'une autre planète, il n'est pas comme tout le monde,
mais c'est aussi un extra grand frère. Et puis on va publier un album de Gérard Moncomble, qui est un auteur très réputé, qui a écrit un très beau texte sur la vieillesse à travers les géants de carnaval qui ne veulent plus sortir, qui ne veulent plus danser, qui ne se sentent plus la force. Et vraiment une très belle histoire illustrée par Sarah Mercier. Voilà, donc ça sera les deux albums déjà programmés pour avant l'été. J'enchaîne avec une nouvelle interview avec l'illustrateur Zahu. Bonjour, comment vous êtes-vous retrouvé à publier aux éditions Utopique? Parce que je connaissais Zad et Didier Jean, que j'ai croisé plusieurs fois, parce qu'ils sont auteurs et illustrateurs aussi, et moi aussi depuis un bail quand même. Hein. Donc on s'est croisés plusieurs fois dans des salons, on a bavardé comme ça. Puis un jour qu'ils avaient un texte je pense que Zad a projeté sur moi cette histoire, il m'a demandé si je voulais bien illustrer cette histoire. Et, moi j'étais d'accord parce que j'aime bien les histoires un petit peu difficiles. Je suis pas tellement dans les petits lapins, les petits nounours, ça va. Je fais plutôt des bouquins sur le racisme, l'esclavage, c'est des choses pas faciles, quoi. Et donc ça m'a intéressé de faire cet album sur la prison en même temps, quoi, sur ce gamin qui va voir son père en prison. Quelle différence avez-vous rencontré par rapport aux éditeurs chez lesquels vous avez été publié, comme Rue du Monde par exemple? Ce qui est particulier chez Rue du Monde, avec qui je travaille beaucoup, hein, j'ai fait à peu près 25 albums chez eux, c'est qu'Alain Serre est très très prenant dans cette histoire. Hein. Il est très très directif, on va dire. Mais j'aime bien travailler avec ça. Je pense que chez Utopique, j'ai eu un sentiment de plus grande liberté. Hein. Tout d'un coup de faire un bouquin comme je le sentais. Quoi. Et je leur ai proposé mon travail en crayonné, ils étaient d'accord. Donc c'est plus ce sentiment d'autonomie en tant qu'auteur. Par contre, j'ai pas rencontré l'auteur. Ça s'est pas encore fait. Voilà. Mais c'est très souvent en édition jeunesse qu'on travaille sur un texte et non pas qu'un auteur. Hein. Voilà. Il y a une coupure. En général, c'est l'éditeur qui fait le lien entre les deux. Hein. Parlez-nous de votre album Les Jours Noisettes. C'est une question que je me suis posée comme ça. C'est que c'est quand même une histoire qui est dans un climat très particulier, les prisons. J'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois travailler dans des prisons. Donc ça tombait bien quand même de connaître l'atmosphère. J'étais une fois dans une prison de jeunes femmes, une prison de jeunes et une prison d'adultes. Et j'ai fait les trois cases. Et donc l'atmosphère, je la perçois à ce côté, on ferme les portes. Mais moi, la sensation que j'avais eue dans les prisons comme ça, c'est une sensation un peu de gâchis par rapport à ces personnes qui sont des personnes quand même, mais qui ont fait des conneries sans doute, hein, mais avec qui la relation elle est possible comme avec n'importe qui. Quoi. C'est pas parce qu'ils sont en prison que. Et là, l'idée que ce soit son père, je trouve qu'il y a une relation affective malgré la prison. Quoi. Et j'aimais bien arriver à faire cohabiter le côté un peu noir et blanc, pratiquement, cette histoire, parce que la prison, pour moi, c'est pas très coloré, hein, c'est pas. Avec quelque chose qui est du sentiment, quoi, qui est pas du pathos, hein, mais de la relation, parce que le gamin, il fait plein de flashbacks sur sa vie avec son père quand il n'était pas en prison, ça. Et donc c'est cet aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur, mais sans changer d'écriture. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour illustrer ce texte? Le fait comment dirais-je, d'essayer de ne pas être monotone quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de plans qui se trouvent en prison avec le père. Alors c'est j'ai à la fois essayé d'être en continuité avec l'extérieur, avec l'école, avec la maison, tout ça, et avec l'école, la prison, mais ne pas être répétitif dans les images. C'est-à-dire que c'est trouver des cadrages ou des façons de regarder les choses qui soient à chaque page différentes malgré tout.
malgré ce côté très, très close-up, hein, très fermé. Quels sont vos futurs projets? Pouvez-vous nous en parler? Alors, en ce moment, je viens de terminer les images d'un roman graphique. Un roman graphique, c'est un peu différent. C'est pas un album, c'est pas une BD. C'est juste au milieu là, qui va sortir chez Rue du Monde. C'était compliqué parce que c'est une histoire écrite avec Hubert Ben-Kemoun, qui est auteur ado, beaucoup. Il y a beaucoup d'images, 2, 3, une par page, mais c'est pas une BD, il n'y a pas de bulle, et c'est du texte en roman. Hein. Donc ça vient d'être terminé au niveau des images, après il y a le texte à mettre en place, mais bon. Je suis en compagnie de la Luciole Masquée sur le stand Nobi Nobi. Bonjour, pourriez-vous nous présenter l'album Urashima Taro? Alors Urashima Taro, c'est une très très ancienne légende japonaise, paraît-il une des plus anciennes. C'est l'histoire d'un jeune pêcheur qui en sauvant une tortue sur le bord de la mer qui était embêtée par des enfants, va se retrouver entraîné dans le royaume de Ryujin, qui est le dragon des mers, le dieu des mers, des océans. Et il va donc dans ce royaume rencontrer la princesse Otohime, tomber amoureux, et sa vie va être bouleversée, changée. Néanmoins, il va vouloir revenir sur Terre, voir ses parents pour les rassurer, et tout a changé. Je ne dis pas tout, mais voilà, dans sa vie, tout est parti d'une tortue, de son amour et de son respect pour la nature, qui va finalement l'entraîner dans une histoire bouleversante et très touchante. Voilà, c'est une histoire d'amour mélancolique, comme savent le faire les Japonais. Donc moi, mon travail a été de la retranscrire et de me l'approprier. Voilà. Comment avez-vous collaboré avec l'illustrateur Fuzi Shoko? Alors, Fuzi Shoko a été choisi par donc, les éditeurs Nobi Nobi, bien après l'écriture du texte. Notre collaboration, finalement, elle s'est faite un petit peu par l'intermédiaire des éditeurs qui étaient au milieu, hein, puisque moi je ne parle pas japonais, etc. Donc, finalement, on a eu très peu d'échanges, et notre échange s'est plutôt fait artistiquement. Donc, elle a certainement eu le texte traduit. Ça lui a été, elle n'a pas demandé de changement, et elle a sublimé, elle a comblé les vides, et elle a donné vraiment l'écrin de cette histoire. Voilà. Vous avez fondé la maison d'édition Caribansila. Pourquoi cette création? Alors déjà, félicitations, tu as très bien dit Caribansila. Voilà, la moitié des gens disent Caribansila parce qu'ils ne connaissent pas la mythologie. Bon, alors bravo. Alors j'ai fondé cette maison d'édition avec Joël Cimarron, l'illustrateur d'une des collections, parce qu'on avait envie de proposer aux lecteurs une nouvelle voie, une voie de partage et de respect des cultures en France aujourd'hui, donc des rencontres de culture classique française et culture du monde. Voilà. Qu'appréciez-vous particulièrement dans les contes? Alors ce que j'apprécie dans les contes, moi, c'est déjà c'est l'universalité, parce qu'on peut retrouver les thématiques des contes partout sur la planète, la même chose. Donc ça veut dire que nous tous humains, on partage les mêmes archétypes, les mêmes besoins, les mêmes rêves. Et j'apprécie ça déjà. Et puis ensuite, ce message, tous les messages cachés qu'ils peuvent contenir. Voilà. Avez-vous d'autres projets en cours de création ou d'édition? Alors oui, j'ai quelques projets, donc j'en ai également chez Nobi Nobi qui sont pas dans les tiroirs, mais dans les tuyaux, on verra bien s'ils sortent un jour. Et ensuite j'en ai d'autre part chez Caribansila. Alors d'autres contes mélangés, il y a l'Afrique qui me tente bien, et également une série de romans, voilà, un roman d'aventure. Toujours sur le stand de Nobi Nobi, je vais interviewer Audrey Alouette. Bonjour, parlez-nous de votre album Le mot qui arrêtera la guerre. Le mot qui arrête la guerre, c'est un album qui porte sur la liberté d'expression et le pouvoir des mots à changer le monde, puisque ça raconte l'histoire d'un petit garçon dont le frère doit partir à la guerre, et ce petit garçon qui est déjà un grand calligraphe pour son âge,
va chercher, grâce à ses calligraphies, à arrêter cette guerre pour que son frère n'aille pas se faire tuer pour des idées qu'il n'approuve pas et qui ne sont pas les siennes. Voilà. Nous avons vu que la création de ce texte datait de quelques années. Comment avez-vous proposé ce texte aux éditions Nobinobi? Alors, le mot qui arrêtait la guerre, c'est un texte qui a une assez longue histoire, puisque en effet je l'ai écrit il y a plus de 10 ans, enfin il y a 10 ans maintenant très exactement. Et en fait il avait connu quelques mésaventures successives. Un jour j'ai repéré Nobinobi, c'était à la Japan Expo, pour leur tout premier livre qui était La Princesse Pivoine. J'ai trouvé ces éditions magnifiques, en plus j'ai vu qu'ils faisaient des contes sur le Japon, donc je me suis dit ah c'est pour moi. Et je les ai ensuite recontactés au Salon du Livre de Montreuil. Voilà, les choses se sont fait assez doucement en fait. Finalement je leur ai proposé mon texte, à un moment donné les choses se sont un petit peu arrêtées et puis se sont relancées brutalement l'année dernière. Voilà. Donc en fait ce texte il a connu une progression très très lente, mais en même temps je pense que c'était nécessaire pour qu'à l'arrivée on ait un objet dont on est tous très contents. Donc voilà. Dans le contexte actuel, le thème de la liberté d'expression prend une toute autre résonance. En quoi cela vous a-t-il intéressé de parler du sujet? C'est un complet hasard, mais il se trouve qu'en effet, j'ai corrigé les dernières modifications, enfin j'ai demandé les dernières modifications du mot qui arrêta la guerre au moment juste après la tuerie de Charlie Hebdo. Et c'est vrai en particulier on m'avait demandé d'écrire une petite postface. Alors au début j'avais prévu de ne pas en écrire en fait, je me suis dit oui bon pour moi c'est pas nécessaire, le texte est clair. Et puis finalement je me rappelle que j'ai rappelé les éditeurs et je leur dis bah, écoutez vu ce qui vient de se passer, je vais écrire un petit texte sur la liberté d'expression pour dire qu'en effet elle n'est jamais acquise, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque, il faut toujours se battre pour elle, elle doit toujours être défendue et c'est un très malheureux hasard si le mot qui arrêta la guerre sort en effet juste après cette affaire de Charlie Hebdo, mais en effet, quelque part, ça prouve que le message, il continue d'avoir besoin d'être passé. Ain Lee est l'illustrateur japonais qui a collaboré avec vous. Comment trouvez-vous son travail? Moi, j'aime énormément les illustrations d'Ain Lee. En fait, j'avais essayé de faire comprendre très gentiment à mes éditeurs que justement, par rapport à mon texte, s'ils voulaient faire travailler Ain Lee dessus, j'en serais très satisfaite. Donc voilà, je leur avais très gentiment suggéré et de façon assez insistante de demander à Ain Lee. Alors il se trouve qu'ils ont fini par lui demander, qu'elle a accepté, qu'elle a beaucoup aimé mon texte et j'en ai été très flattée. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu travailler ensemble. Ça m'a fait extrêmement plaisir parce que je trouve ces illustrations en effet complètement sublimes. Vous avez fait le scénario de nombreuses bandes dessinées. Quelle différence y a-t-il avec l'écriture pour un album? La différence entre une bande dessinée et un album, c'est que alors, dans les deux cas, il y a une collaboration assez rapprochée avec le dessinateur. Mais le texte d'un album, il peut fonctionner tout seul. Alors qu'une bande dessinée, le scénario ne peut pas fonctionner sans le dessin. Voilà, c'est vrai que le mot qui arrêta la guerre, c'est un texte qui peut fonctionner si on le lit uniquement à l'oral. La BD, par contre, on ne peut pas la lire à l'oral sans parler des dessins. Voilà. Notre deuxième émission au Salon du Livre de Paris s'achève déjà. Que de belles rencontres chez deux éditeurs qui méritent vraiment qu'on les suive. Allez, à la semaine prochaine!